C'est-à-dire qu'un créateur de vêtements en Afrique, il est quand même toujours ancré dans une culture. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fort. Et je ne connais pas forcément beaucoup de créateurs ici, mais moi, je vois en tout cas les écoles de design et de couture ici. On a des jeunes qui arrivent et qui ont des idées, des envies, mais qui ne vont pas forcément être liés à leurs origines. Ça va être davantage des envies, des aspirations esthétiques. Là, il y a vraiment toujours une référence, une grand-mère, un grand-père, un oncle tisserand. Il y a toujours quelque chose. Ça part jamais de rien. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Parce qu'en tout cas, en matière d'histoire à raconter ou pour essayer de comprendre le vêtement, je trouve que c'est très très riche. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax, pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Jacquemet. Vincent est le fondateur de l'association Aphrodissée, dont la mission est de promouvoir des designers africains contemporains à travers un événement annuel. Je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler de son parcours et de cet événement qu'il organise chaque année à Genève. Bienvenue Vincent, je suis ravie de te retrouver pour enregistrer cet épisode. Comment vas-tu ? Bonjour Amata, je vais bien. Ok. Écoute, je vais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités. Question assez basique de début d'entretien. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Vincent Jacquemet. Je suis né à Genève et j'ai une mère qui est valaisanne, donc des régions montagneuses de la Suisse, et un père qui est ivoirien, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de Mans. C'est la région des Yacouba, et c'est aussi une région montagneuse. Donc peut-être que le lien entre mon père et ma mère, c'est les montagnes. J'ai parcouru j'ai eu un parcours scolaire qui était assez normal, assez classique. Je suis allé jusqu'à l'université, j'ai fait des études en lettres et notamment en philosophie. J'ai beaucoup voyagé durant mon adolescence et aussi pendant mes années universitaires. Je suis souvent allé en Afrique. Ma mère était aussi une passionnée du désert, donc j'ai fait beaucoup de pays du Sahel notamment. J'ai découvert le textile et la magie un petit peu des couleurs africaines à travers notamment les Touaregs et l'indigo. L'indigo, je crois que ça reste une de mes plus grandes passions encore aujourd'hui. Et je me suis naturellement intéressé, bien sûr, au continent africain de par mes origines, mais mon parcours est un peu particulier parce que mon père, en fait, je ne l'ai jamais vraiment connu. Et j'ai retrouvé, après de longues recherches, mes sœurs en Côte d'Ivoire quand j'ai eu 30 ans. Ça a été une sorte de deuxième départ dans mon parcours, dans mon existence. Et c'est en allant régulièrement en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan que j'ai découvert qu'il y avait effectivement une toute nouvelle génération de designers, de créateurs, dont j'avais pas du tout connaissance en étant en Suisse, bien que je m'intéresse souvent à l'Afrique. Et ce qui m'intéressait, c'était d'une part leur modernité, le fait qu'on parlait le même langage, parce qu'ils étaient complètement connectés, donc tout à fait conscients de ce qui se passait ailleurs sur la planète, avec une richesse, une créativité assez impressionnante. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était la capacité qu'ils avaient de casser un petit peu les caricatures dans lesquelles moi j'étais enfermé en tous les cas, et les gens qui m'entouraient, par rapport à ce qu'on pouvait avoir comme impression ou connaissance
de ce qui se faisait en Afrique, notamment par rapport aux vêtements et à la mode. C'est là que j'ai commencé à réfléchir parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment apporter une lumière sur leur travail, il fallait faire en sorte que on sache qu'il y avait tout un renouveau, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et bien entendu, ça m'a obligé aussi à ouvrir un petit peu les écoutilles et ne pas m'intéresser uniquement à la Côte d'Ivoire. Donc j'ai un petit peu voyagé. D'abord en Afrique de l'Ouest, je suis allé au Nigeria, je suis allé au Ghana, je suis allé au Sénégal. Et je me suis rendu compte que partout dans ces villes, il y avait aussi, dans ces pays, il y avait aussi beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de choses, beaucoup de projets qui se mettaient sur pied ou qui étaient déjà là depuis un moment et dont j'avais pas connaissance. Je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait une opportunité vraiment pour faire connaître ces talents. Et je pense que c'était aussi en réaction à un modèle que moi j'avais traversé assez fréquemment en étant en Europe pendant mon adolescence et puis pendant mes années universitaires, c'est-à-dire que chaque fois qu'on avait des réunions, on va dire des cérémonies qui étaient liées à l'Afrique, ça se traduisait souvent par des soirées de gala ou de charité, et tout en étant vertueuse puisque ces soirées permettaient tout à coup de trouver des fonds pour un hôpital, pour une école, pour un dispensaire. Euh, Ce qui me dérangeait, c'est qu'on mettait tout le temps les gens dans la même posture, c'est-à-dire que on mettait au fait, on permettait une bonne conscience des gens en leur demandant de dépenser un peu d'argent pour l'Afrique, mais finalement, ils avaient toujours ce regard un petit peu surplombant, en disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire encore pour ce pauvre continent, quel sparadrap on va pouvoir apporter en plus. Et je me suis rendu compte effectivement qu'en fréquentant ces créateurs, bah, j'étais face à des gens qui avaient du talent, que je respectais, que j'admirais, et qui pour moi véhiculait une image beaucoup plus riche et moderne de l'Afrique que celle que j'entendais souvent et qu'on me présentait souvent quand j'étais en Europe. Et je me suis dit que ça valait vraiment la peine de trouver un projet, euh, une initiative pour que on fasse connaître ces gens et qu'ils puissent effectivement euh, apporter un autre dialogue entre l'Afrique et l'Europe. Donc c'est comme ça qu'est né ce projet. Très bien, je te remercie pour cette superbe introduction et pour en fait avoir vraiment pris le temps de raconter un petit peu la genèse en fait qui s'est faite en toi avec cette envie de promouvoir la créativité africaine. Est-ce que du coup aujourd'hui tu en as fait un événement? Est-ce que tu avais déjà évolué dans l'événementiel? Est-ce que tout de suite est venue l'idée de faire du défilé? Comment est-ce que c'est passé de une volonté de promouvoir l'Afrique différemment, la créativité africaine différemment, à je vais organiser un événement à Genève? Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, dans mon parcours, effectivement, après mes études de lettres, je suis quand même allé assez rapidement dans des cercles de projets culturels. Donc, ça, c'est mon savoir-faire. J'ai été beaucoup dans la production de projets qui pouvaient aller de la musique à la danse, euh, pas mal aussi d'événements qui étaient un petit peu globaux, qui réunissaient différentes expressions artistiques. Et donc j'ai acquis en tout cas une expérience et des savoir-faire pour organiser des événements. Parfois c'était dans des initiatives privées, des fois c'était dans des initiatives institutionnelles ou publiques. Donc j'ai eu une assez bonne connaissance en tout cas des différents outils et des différents, on va dire, artifices qu'il fallait mettre en place pour pouvoir réaliser des événements. Après, parce que je me suis souvent posé la question, je crois que mon premier désir, ma première pulsion, c'était plutôt de faire quelque chose en étant sur le territoire africain, parce que je trouvais intéressant euh, d'apporter mon regard. Alors, je le fais vraiment avec des pincettes parce que je crois que j'ai ce biais un petit peu prétentieux de l'occidental qui pense pouvoir apporter des choses aux Africains. Et je me suis pris quelquefois des râteaux et c'était très bien. Ça m'a permis de rester à ma place, de gagner en humilité. Mais souvent, je me suis effectivement rendu compte que quand je découvrais des talents, je trouvais dommage parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas bien mis en valeur, en fait, qu'il n'y avait pas l'écrin qu'il fallait autour pour les faire connaître. Et ma première idée était effectivement de faire quelque chose en Afrique, tout en sachant que professionnellement, j'étais tenu à revenir en Europe parce que c'est là que je gagnais ma vie. Et je me suis vite rendu compte que c'était complètement utopique que d'imaginer
mettre sur pied un événement en Afrique en étant en back-office ici en Europe, parce que si on n'est pas sur le terrain, déjà en étant sur le terrain, c'est compliqué, alors en plus si on n'y est pas, c'était vraiment quelque chose d'illusoire. Donc j'ai finalement changé d'idée et je me suis dit, bah, ce que tu sais faire et ce que tu connais, c'est plutôt les règles du jeu d'ici. Donc est-ce qu'il ne serait pas possible de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire venir des créateurs ici en Suisse? Et je dis bien la Suisse parce que ce que je trouvais intéressant, c'est que j'avais déjà à ce moment-là vu quelques événements de ce type. Il y avait déjà une African Fashion Week à Londres. Il y avait la fameuse Black Fashion Week de Adama à Paris. Mais ce qui me dérangeait dans ces projets, c'est que donner la part belle au fait aux différents défilés. Je crois que c'était même une marque de fabrique d'Adama, c'est-à-dire que c'est devenu carrément un matériau pour ces chaînes de télévision. Mais si on se mettait du côté du créateur, du designer, ben, je voyais des gens qui se saignaient pour pouvoir monter à la capitale, qui avaient 15-20 minutes de gloire pour présenter leur collection. Alors oui, ils ont rencontré un grand succès quand ils présentaient leur collection, mais après, il n'y avait pas grand-chose pour rattraper la chose. C'est-à-dire qu'ils avaient quelques cartes de visite à distribuer, certains n'avaient même pas de site internet. Et donc, c'était plus une grosse opération de communication pour eux que le fait de pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir imaginer rentabiliser leur venue en Europe. Et ce qui est assez amusant, c'est que ben, c'est vrai que ben, Paris a toujours cette renommée, cette réputation qui fait que les gens pensent que quand ils sont sélectionnés et choisis pour montrer leur travail à Paris, c'est une première forme de succès et de reconnaissance. Mais je me rendais vite compte que finalement, ben, les designers ne renouvelaient pas leur expérience d'année en année parce que c'était quelque chose qui leur coûtait trop cher. Dans mon approche de l'Afrique à ce moment-là, on est en 2015 à peu près. Je découvre aussi que ce qui m'intéresse chaque fois que je viens dans une nouvelle ville, c'est de vivre la ville aussi à travers ses endroits les plus populaires. Et qu'on le veut ou non, le modèle qu'on retrouve partout dans toutes les villes en Afrique, euh, ça reste le marché. En fait. Le marché est le centre, la pulsation de chacune des cités. En fait. Et, chaque marché a ses particularités, chaque pays a ses particularités, mais il reste quand même quelques règles du jeu qui sont communes. Et donc moi, je me suis dit qu'il fallait absolument mettre en valeur ça d'abord. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on mette en avant l'idée que les gens euh, venaient pour présenter leur collection, que nous allions convoquer des publics pour que ces publics viennent faire du shopping, donc qu'ils viennent acheter. C'était ça qui était le plus important. Et que finalement, le défilé, oui, on allait en faire, mais ça devait être uniquement une vitrine, uniquement un levier pour que les gens achètent. Et dès la première édition qu'on a faite en 2015, le succès a été important parce que justement, on avait mis en priorité le marché. On ne va pas se le cacher, il y a un pouvoir d'achat qui est assez confortable en Suisse, donc on a réussi à mobiliser à la fois des publics qui n'étaient pas afrodescendants, mais bien entendu aussi des communautés. Et ce métissage a permis, en tout cas, que dès la première édition, les chiffres d'affaires soient importants pour les designers. Ils étaient contents, ils rentabilisaient souvent les dépenses qu'ils avaient engagées pour venir. Et ça leur permettait aussi tout de suite d'asseoir une réputation de sérieux par rapport à l'événement qu'on était en train de mettre sur pied. Très bien, merci pour toutes ces explications. Donc on sent que toi, dans ton approche, il y a, à la fois, cette volonté de, valoriser et mettre en avant des créateurs et en même temps, il y a un aspect business model et chiffre d'affaires qui est extrêmement important et comme tu le disais, il y a certains événements qui sont plus dans mettre en avant des créatifs, des designers, et à travers un moment de gloire de courte durée, mais il n'y a pas forcément l'approche, business. Comment tu expliques que cet aspect-là, en fait, entrepreneurial, il a tout de suite été primordial dans ton approche? Alors, il est assez intéressant parce que nous, de notre côté, on reste une association. Je suis complètement transparent par rapport à ça. Les règles du jeu, elles sont assez simples. On demande aux designers de pouvoir prendre à sa charge le trajet, donc de pouvoir voyager à sa charge entre l'Afrique et Genève. Et après, le week-end qu'il va passer à Genève, il est pris en charge par notre organisation. C'est-à-dire que l'hébergement, les catering, tout ça, on le met à disposition parce que notre but premier, c'est de les promouvoir, donc de les mettre dans les meilleures situations pour leur promotion. Après,
en matière de viabilité, pour moi, il était important effectivement qu'on apporte une plus-value à leur parcours. Que ce ne soit pas seulement un coup d'essai pour se faire connaître en Europe, mais qu'ils aient le sentiment que non seulement ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné en network, ils ont gagné en possibilité peut-être de commande, parce qu'on a commencé à développer aussi un réseau de boutiques et de contacts de chefs d'achat par rapport à la présentation de ces créateurs. Enfin, on essaie de mettre tout en place pour que un créateur puisse se dire, ben, tiens, ça vaut la peine de venir. Et je ne sais pas si j'avais cette vision dès le départ, mais je me disais qu'en tout cas, certains pourraient venir d'année en année. Après, inversement, pour donner de la vigueur à ce que l'on fait et surtout d'essayer d'upgrader chaque année le niveau et le standing de nos designers, ben on fait des sélections. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons ce qu'on veut montrer. Donc ça veut dire que les gens n'ont jamais la garantie de pouvoir venir d'année après année après année. Et c'est comme ça aussi que on apporte un peu de fraîcheur à ce que l'on fait, c'est-à-dire que chaque année, on va essayer d'avoir des gens prestigieux qui ont déjà une bonne réputation et qui font venir des publics. Comme c'est aussi notre passion et notre positionnement, on essaie de mettre en avant de tout nouveaux talents que les gens ne connaissent pas encore, qui font probablement leur premier voyage en Europe, et de présenter au fait des choses qui sont des fois un peu exclusives, qui en tout cas n'ont pas été encore vues, avec le risque bien entendu qu'il y ait des différences de qualité entre ce qui est présenté, entre des gens très réputés et des gens qui sont tout frais arrivés. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'on peut présenter de nouvelles esthétiques, on peut présenter de nouvelles lignes, on va dire, qui permettent effectivement, d'une part, de toujours garantir la diversité de ce qu'on va présenter, mais surtout de ne pas rentrer dans une routine, c'est très important. OK, bah, tu réponds presque à la question qui me venait, c'était, toi, ce que tu évoquais à un moment donné, tu as évoqué le fait que certains, dans les événements que tu avais pu, regarder, qui avaient lieu en Occident, ce que tu avais pu constater, c'est qu'il y a, des créateurs qui participaient une fois à un événement, mais ensuite ne revenaient pas. Toi, ce que tu expliques, c'est que la sélection, elle se passe au niveau de ton équipe. Mais est-ce que tu peux parler d'un taux de créateurs qui reviennent, ou en tout cas avec lesquels tu continues à travailler? Oui, alors c'est intéressant. Là, on arrive à la 7e édition. D'accord, cette année, on a eu une pause à cause du Covid pendant 3 ans. Et puis, donc on a commencé en 2015, là on est en 2024, c'est la 7e édition qu'on va mettre en place. Sur cette édition, je pense qu'on a dû présenter à peu près entre 120 et 130 designers, ce qui est beaucoup. Et sur les 120 à 130 designers, il y en a probablement une dizaine qui sont revenus à plusieurs reprises. Quand je dis à plusieurs reprises, c'est plus que 2 fois en tout cas. Donc soit c'est parce que ce sont des designers qui pour nous collent vraiment avec l'idée qu'on se fait de notre travail, et puis sans qu'on les appelle nos chouchous, c'est vraiment des gens avec lesquels on s'entend bien. Soit ils ont effectivement une qualité qui est au-dessus du lot et ils deviennent un peu incontournables. Et puis après, on a des difficultés. Cette année, par exemple, on a réduit un petit peu notre sélection. On est plutôt autour de 22-23 au lieu d'être à 26-28 designers. Donc ça fait 6 de différence. Sur les 22 qu'on va présenter, 23, il y en a 8, 9 qui sont nouveaux, donc qui sont jamais venus. Et forcément, dans les places restantes, il y a des gens qui sont venus à quelques reprises qui ne peuvent pas revenir cette année. Et c'est des longs téléphones parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on les reconvoque pas. Donc on explique qu'il y a des tournus, qu'on les reverra peut-être dans 2 ans. Mais c'est pas facile parce que les gens ont du plaisir à venir et c'est un moment aussi marquant pour leur saison. Des fois, ils en profitent pour présenter des nouvelles collections. Ils profitent aussi du fait que, comme on met en place une administration assez lourde pour obtenir des visas Schengen, ça leur permet de pouvoir voyager aussi pendant 1 mois en Europe. Donc, c'est aussi des aspects qui comptent pour eux, pour leur logistique et pour leur relations publiques. Et donc voilà, peut-être qu'un jour on aura le budget et la force de pouvoir faire des éditions avec beaucoup plus de designers. On commence à voir d'ailleurs des publics qui viennent de loin, donc on peut imaginer que en se développant bien, on pourrait avoir vraiment quelque chose de plus important. Mais aujourd'hui, on doit effectivement faire des tournus. Mais c'est aussi ça qui fait
l'attrait de ce qu'on me propose, c'est-à-dire que il y a jamais de certitude, en fait. Là, quand tu t'exprimes, en fait, tu parles beaucoup de nous. Donc, j'imagine qu'il y a une équipe qui travaille avec toi. Et est-ce que du coup, c'est à travers des voyages où vous allez rencontrer les créateurs que tu identifies, que vous identifiez en fait les créateurs que vous allez intégrer? Est-ce que ce sont eux qui posent en fait une candidature? Comment se fait la sélection des 22 designers, par exemple, pour l'année 2024? Alors, il y a trois procédés. On va pas se mentir, la première chose, c'est que les réseaux sociaux ont une importance primordiale aujourd'hui, même dans la détection. Euh, on passe du temps devant nos écrans, forcément, en étant déjà dans des réseaux de designers, algorithmes ou pas algorithmes, ben, on croise forcément des visuels de nouveaux designers, de nouveaux arrivés. Euh, il arrive quelquefois qu'on soit tombé sur des gens qui sont vraiment talentueux. J'aime pas ce terme, mais voilà, qu'on pourrait appeler des pépites, euh, et qu'ils communiquent de manière médiocre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des jolies photos qui accompagnent leur campagne, ils n'ont pas forcément des beaux visuels, et donc on peut pas forcément se rendre compte de ce qu'ils font, mais j'avoue, c'est très rare. En général, quelqu'un qui fait des belles choses, il est motivé pour bien les traduire, donc aujourd'hui, on arrive avec pas beaucoup de moyens à faire des choses de qualité. Donc voilà, on va tout à coup être, on va flasher sur effectivement des nouveaux visuels, un nouvel arrivé, un nouvel arrivant, une nouvelle collection, etc. Donc ça, c'est le premier étage. Et forcément, tout au long de l'année, ben, on fait des listes. C'est pas plus bête que ça. On note des gens qu'on a remarqués. Ensuite, le deuxième étage, c'est le réseau existant déjà. C'est-à-dire qu'en discutant régulièrement avec les designers avec lesquels on a déjà des connexions, eux ne vont pas hésiter à nous dire ah bon tiens là j'ai vu quelqu'un incroyable, ça peut être dans des endroits improbables, hein, ça peut être une semaine de conférence à Nouakchott en Mauritanie et boum il y a quelqu'un qui apparaît, ou alors ça peut être dans un rendez-vous hyper prisé comme une Fashion Week à Lagos ou un rendez-vous de fashionista à Johannesburg. Tout à coup il y a des noms qui apparaissent ou qui font écho déjà à d'autres noms qu'on avait déjà entendus. Donc voilà, on va être attentif à ça. Et puis après, il y a un troisième cadre qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'on a aussi un cadre éthique. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas uniquement au coup de cœur, mais on a besoin effectivement de s'asseoir sur quelques principes. Rapidement dit, on a une première règle, un premier principe qui est lié aux conditions de travail. Donc, on va demander au designer un petit peu comment il travaille, avec qui il travaille, avec qui sont ses sous-traitants. Et on va lui dire que voilà, dans le cadre d'Aphrodisée, si on veut avoir une relation de travail, il faut qu'il réponde à certains critères. Donc il y a dans les conditions de travail la certitude que les gens travaillent dans des conditions qui sont respectables pour leur santé, dans la quantité et le volume de travail qu'ils doivent faire. Dans ce volet-là, on vérifie aussi l'âge des différents collaborateurs et notamment de voir si, par exemple, un tisserand travaille avec ses enfants, de s'assurer qu'ils sont scolarisés au minimum, c'est ce qui est important pour nous. Après, on a un deuxième cadre qui est plus lié à l'environnement, donc savoir avec quels matériaux ils travaillent, avec quel type de teinture, de pigments ils travaillent. Aujourd'hui, l'Afrique est submergée de nouveaux produits, notamment pour les teintures de textiles qui viennent de Chine, qui ne sont pas du tout respectueux de l'environnement, qui sont très polluants. Donc là aussi, on est très attentif au respect d'une certaine tradition, de savoir un peu comment les gens évoluent par rapport à ça. Il y a un troisième cadre qui est plus orienté sur les femmes, de s'assurer qu'elles ont les mêmes conditions que les hommes, que le cas échéant, quand elles sont on va dire, dans le même investissement, la même implication que dans les chaînes de production, on essaie de voir comment on peut les mettre un peu en valeur aussi. On est content parce que cette année encore, on aura plus de femmes designers que d'hommes designers dans la sélection. Et puis, en dernier lieu, c'est le combat le plus compliqué, mais qui nous tient à cœur aussi, c'est la reconnaissance qui peut être faite de ce qui est présenté. Lorsque un designer vous présente un vêtement aujourd'hui, même si celui-ci est très moderne, très contemporain, on y trouvera toujours une touche, une trace d'une influence qui est liée à sa tradition, à son groupe, à son ethnie, à ses grands-parents. Et c'est très intéressant parce que finalement, le vêtement reste aujourd'hui encore un vecteur en Afrique d'une tradition, d'un savoir-faire
et permet pour les gens qui sont un peu curieux, notamment à travers les motifs, à travers les choix de textiles, etc., de connaître et de mieux connaître les cultures africaines. Et ça, on essaie de le mettre en avant, on essaie de le mettre en évidence en discutant avec le designer. Et cette année, vraiment, par exemple, le marché, on n'appelle plus le marché, on appelle l'exposition, parce qu'on essaie d'accompagner chacun des stands et chacun des endroits, des scénographies qu'on aura mis en place pour présenter les designers, avec un petit historique qui explique les influences, les références, les choix esthétiques ou les choix de matériaux que fait le designer. Donc là, il y a vraiment un travail un petit peu de fond pour donner davantage que juste le plaisir esthétique et le plaisir de l'achat. Donc ces 4 critères sont le 3e niveau. Je suis un peu long dans mon explication, mais sont le 3e niveau aussi de notre choix. Il faut qu'ils soient pas forcément tous remplis complètement, mais en tout cas que le designer ait un discours par rapport à tout ce qu'on va lui demander. Et ce qui est intéressant à partir de là, c'est que on a aussi un argumentaire pour refuser des propositions. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'est une diversité. C'est-à-dire que il faut pouvoir faire comprendre au public qui fréquente Aphrodisée que l'Afrique est peut-être une, mais elle est très diverse, elle est riche de ses diversités. Et que lorsqu'on réunit sur le même week-end des gens qui viennent du Kenya, du Rwanda, d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, on a affaire à des gens qui sont très différents les uns des autres. Et voilà, donc ça c'est ce qui dicte notre travail. Quand je dis nous, c'est effectivement une équipe, on n'est pas beaucoup, on est 4 à faire ces choix. Et puis après, il y a des opportunités. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi bien sûr des coups de cœur. Et on essaie vraiment de faire ça de manière collégiale. Et avec toujours cette idée d'avoir un équilibre entre des nouveaux talents et des gens confirmés. Je te remercie pour ces explications longues. L'idée de ce podcast, de toute façon, c'est vraiment de te laisser le temps de t'exprimer. Donc, il n'y a aucun problème pour faire des réponses longues, pour qu'on comprenne bien la démarche. Et je pense que c'est très intéressant que tu aies pris le temps justement de partager les différents points, puisque ça permet effectivement d'expliquer cette sélection des 22 designers qui seront présents en 2024. En termes de lieu, t'expliquais que donc c'était en Suisse, puisque toi, tu es suisse. Quel est j'imagine, l'endroit que tu as choisi pour pouvoir faire en fait cet événement? J'imagine qu'il a une histoire particulière, en tout cas que tu l'as choisi avec soin pour pouvoir servir d'écrin à ces créateurs sélectionnés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu? Alors il est intéressant parce qu'en fait, il est d'abord lié à des impératifs économiques, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une démarche de croissance avec ce projet qui nous permet d'avoir certaines ambitions, mais on ne va pas se cacher, il y a aussi quelques plafonds de verre. C'est-à-dire que on n'arrive pas encore aujourd'hui à inscrire notre événement comme étant un événement subventionné. Donc on n'a pas réussi à avoir quelque chose de régulier et d'accepter comme étant un événement qui pourrait apporter, notamment à Genève, une plus-value et qui serait reconnu comme tel. Parce qu'il y a cette dimension du marché, parce qu'il y a cette dimension de la vente, il y a plusieurs, on va dire, fondations et fonds qu'on pourrait solliciter si on était considéré complètement comme un événement culturel, qui ne fonctionnent pas parce que pour eux, à partir du moment où il y a un marché, on est considéré comme un événement commercial. On ne coche pas toujours les cases qu'il faut. Et parallèlement, lorsqu'on fait une démarche de recherche de fonds dans le monde du privé, là aussi, il y a des gens qui nous suivent et qui nous accompagnent. Mais lorsqu'il s'agit de demander un peu plus ou plus de moyens, là aussi, on va se dire, ah, mais c'est un événement africain, donc quels sont les publics qui viennent? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on cherche par rapport à notre image, par rapport à nos clients potentiels qu'on aimerait augmenter? Et donc là, il y a tout un travail aussi de notre part pour mieux faire connaître déjà notre projet, parce que les gens ont souvent un a priori quand on parle d'Afrique, de montrer qu'il y a des gens de toute classe sociale qui viennent nous rendre visite, et puis des gens qui ont des pouvoirs d'achat tout à fait confortables, donc qui pourraient être tout à fait des clients lambda pour ces marques ou ces partenaires privés. Et donc, pour revenir au lieu, on a la chance d'être dans un endroit qui appartient à la ville de Genève, et qui, parce qu'il appartient à la ville de Genève,
peut nous être proposé à des prix moins élevés que si on était dans un endroit privé. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, ce lieu, alors qu'il est plein de cachets, il n'est plus assez grand. J'aimerais pouvoir vraiment augmenter le volume et le confort de nos présentations et de nos scénographies. Donc, on cherche, on a trouvé déjà des endroits qui conviendraient mieux, mais il y a après tout un travail effectivement de discussion et de lobbying pour pouvoir obtenir des prix de location qui ne soient pas trop élevés. Je suis pas d'accord de dépenser trop d'argent. Nous ne sommes pas d'accord de dépenser trop d'argent en location pour un lieu, alors qu'en parallèle, on a des gens qui font des milliers de kilomètres pour nous rejoindre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ceci et cela. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on doit avoir un lieu qui puisse accueillir un défilé. Ça prend vite de la place si on veut mettre un public en place et qu'on veut que la billetterie soit confortable pour nous. Il faut beaucoup de place pour exposer aussi nos différents designers. Donc ça prend aussi beaucoup de surface au sol. Et puis on fait encore des workshops et encore on fait un food village. Donc ça veut dire qu'on est sur des espaces qui sont quand même très très grands et qui coûtent effectivement assez cher si on n'arrive pas à avoir des arrangements. Très bien. Donc là, tu t'évoquais le côté en fait business model de l'association en fait, et effectivement la difficulté de trouver un lieu. Toi, l'ambition à terme, effectivement, c'est d'aller vers quelque chose en capacité qui soit plus grand. Il y a une volonté de donner plus d'espace aux créateurs pour pouvoir mieux exprimer et aller plus loin dans tout ce qui est proposé durant ces plusieurs jours d'événements. Est-ce que c'est aussi d'augmenter la capacité à recevoir du public? Alors, ça va dans tous les sens. Je pense que la première chose, c'est effectivement, et ce qui pour l'instant me frustre un peu, c'est que ces créateurs ne viennent pas uniquement avec une idée de présenter leur collection, ils arrivent avec un univers. Et si on avait les moyens, on pourrait imaginer des scénographies presque pour chacun d'entre eux. Si on prend l'opposé, par exemple, une industrie qui est très forte et qui est très riche en Suisse, qui est l'horlogerie. Quand vous allez dans les salons les plus courus d'horlogerie, chaque stand, c'est un truc incroyable. Parce que chaque fois, c'est réfléchi par une équipe créative, avec un directeur artistique, avec un directeur marketing. Et forcément, ils sont là pour impressionner les acheteurs. Donc, l'idée, c'est pas être uniquement dans une dimension commerciale, mais plus carrément artistique. C'est-à-dire que quand vous discutez avec un Massamara ou quand vous discutez avec l'artisane au Sénégal, ils pourraient créer des choses incroyables pour présenter leur création. Donc là, c'est vrai que moi, j'aimerais bien pouvoir me dire que quelquefois, on puisse avoir la possibilité de faire des univers qui sortent complètement de l'ordinaire dans un parcours d'un visiteur qui passe d'un stand à l'autre. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on sait aujourd'hui qu'on a une capacité de chiffre d'affaires qui fait qu'on pourrait accueillir davantage de public. Et ce qui est intéressant avec Genève, c'est que c'est au centre de l'Europe. Et si on commence à donner moyen de faire une promotion qui soit vraiment beaucoup plus axée à l'international, on pourrait imaginer d'avoir des publics plus importants sur le temps de la manifestation. C'est l'histoire de stratégie, de communication, mais on commence à être vraiment suivi. On a beaucoup de monde qui nous suit sur Instagram, etc. Donc, je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on veut rester à Genève, dans le sens où on pourrait aussi se dire, tiens, pourquoi n'allons-nous pas à Paris, ou n'allons-nous pas à Londres ou à Berlin, par exemple, dans des villes plus importantes. Je pense que ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a ce microcosme avec les organisations internationales comme l'ONU, comme différents bureaux aussi, l'OMC, etc., qui nous apportent déjà une population très métissée et notamment afro-descendante importante. Et à vrai dire, quand on discute avec les designers qui ont connu ou qui vivent certains des fois à Paris ou Bruxelles par exemple, ils nous disent que pour eux c'est gagner en liberté que de venir ici à Genève pour un événement comme celui-ci. Par contre, je n'exclus pas dans quelques années, si vraiment ce projet perce, de pouvoir reproduire ça dans des endroits où il y a des fortes diasporas. On a déjà eu des demandes qui sont venues de New York pour faire quelque chose. Le Brésil nous demande plein de choses. Il y a une énorme envie, un énorme appétit
au Brésil de connaître et de consommer africain. Donc là, il y aurait aussi des opportunités très probablement à Bahia ou même à Rio. Et c'est intéressant, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a, je crois, aujourd'hui à peu près 30% de nos followers qui sont du Brésil. C'est un truc de fou. Et, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais on doit le faire par étapes, avec la conscience qu'on a un projet qui est de qualité et qui est précieux pour les gens. Parce qu'on nous propose quelque chose qui est authentique. Dans les premières éditions d'Aphrodisiaque, on avait des designers afrodescendants, mais qui étaient parfois, qui résidaient en Europe. Aujourd'hui, là, sur les 22 dont je vous parle, il y en a peut-être un qui est quelquefois en Europe, mais tous les autres, ils vivent sur le continent africain. Et pour nous, ça, c'est très, très important. C'est aussi un gage de qualité et d'authenticité. Est-ce qu'on peut imaginer à moyen ou à long terme plusieurs éditions de l'événement Aphrodisée à New York ou à Bahia, par exemple? Alors oui, alors de nouveau, je le mets vraiment pour l'instant en guillemets parce qu'on n'est pas dans une capacité financière pour le faire aujourd'hui. Si on prend d'autres exemples de gros événements qui ont tout à coup cartonné avec carrément des franchises, prenons par exemple Afropunk, qui est devenu un peu un truc mondial comme ça, avec des choses à Johannesburg, à Londres, à Paris, aux États-Unis, etc. Bah, je discutais, tiens, c'est intéressant, je discutais avec Célie Rabican, qui est une designer de Dakar, qui était à un moment donné aussi à devoir piloter certains projets, dont celui de Paris. Et pour moi, ce qui était gênant, c'est qu'il y avait justement ce sentiment de franchise. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un produit qui marche bien et ils le font tourner. Je pense que nous, alors de nouveau, je dis nous, mais peut-être que c'est pas moi qui déciderai au final, et puis ça se fera autrement, mais en tout cas, dans mon idée, euh, Aphrodisiaque, pour moi, ne fonctionnerait pas sous une idée de franchise, parce que la relation qu'on a avec les designers, elle est particulière. Alors, je vais pas partir dans un discours complètement bisounours de dire qu'on est une grande famille, mais il y a quand même un soin de savoir comment les gens vont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils avancent. Il faut avoir vraiment conscience qu'on n'est pas du tout avec des gens qui sont dans une industrie. Euh, Certains, pour ceux qui sont les plus, on va dire, cotés, ont des boards qui discutent et naviguent un petit peu avec eux. Mais on reste quand même dans un travail qui est pour l'essentiel artisanal. Donc on est plutôt dans du slow fashion. On est dans une quantité d'habits qui sont vraiment tout à fait modestes pour l'instant. Donc le but, c'est surtout de pouvoir montrer du talent et de la qualité. Euh, et on espère que certains un jour pourront vraiment cartonner. Mais pour l'instant, j'en connais peu qui arrivent à vivre complètement de leur art. Soyons honnêtes. Même en faisant des bonnes ventes aussi en e-commerce, etc. Donc effectivement, si on devait être dans une autre grande ville, euh, il faudrait qu'on trouve déjà des partenaires et des sponsors sur place, je pense, pour pouvoir le faire. Et puis après, ce qui serait intéressant pour nous, ça serait vraiment d'imaginer une sorte de tournée. C'est-à-dire qu'on garderait plus ou moins, j'imagine, la même sélection de personnes et on les ferait voyager sur différents lieux pour montrer leur travail. Et ça voudrait aussi dire qu'on pourrait travailler sur des stocks plus importants. Euh, une des forces, de manière assez marrante, une des forces de Genève, c'est le négoce. Et par exemple, il y a des grosses compagnies ici qui gèrent uniquement la logistique, ces fameux bateaux à containers qui tournent autour du continent africain, avec toutes les matières premières dont on connaît. Et là, par exemple, on pourrait aussi imaginer des montages avec certains partenaires pour pouvoir effectivement faire voyager lentement mais sûrement des stocks plus importants de création et, euh, et de pouvoir imaginer qu'on a un potentiel de vente en Europe, un potentiel de vente aux États-Unis et au Brésil, par exemple. Voilà, mais ça, c'est toute la musique d'avenir. C'est en tout cas pas du tout encore maîtrisé, mais on sent tout à fait, en tout cas, qu'il y a un potentiel et une envie assez époustouflante. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus on avance, plus on est dans ce monde un petit peu sophistiqué, avec tous ces outils qu'on a, avec nos téléphones, avec nos applications, etc., plus on se rend compte que lorsqu'on donne aux gens à vivre des choses très sincères et très authentiques, il y a un feedback qui est énorme en fait. Les gens sont hyper contents. Ce qu'on observe aussi à Genève, c'est que de la part de la communauté afrodescendante, il y a une fierté que de participer à cet événement.
Et c'est vraiment un sentiment qui est très très fort. Ils sont contents qu'on représente l'Afrique sous un événement de qualité qui est plus ou moins carré, qui tient la route. Et, euh, et ça, c'est aussi une force qui est indéniable. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit pouvoir s'appuyer dans les années à venir. Très intéressant. Maintenant, je vais te poser une question sur les datas. Est-ce qu'avec ton équipe, aujourd'hui, vous collectez des données sur les visiteurs, sur les consommateurs, sur les designers? Et est-ce que vous produisez des reportings? Alors, c'est une bonne question. Au fait, ça fait maintenant 2 ans qu'on a une équipe marketing. Moi, c'est un domaine que je connaissais pas très bien. Et puis, effectivement, je vois qu'ils sont en train de passer au filtre fin tout plein d'informations pour pouvoir effectivement comprendre ce qui marche pas, qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qui fonctionne. Euh, donc nous, ça nous permet en tout cas de mieux connaître effectivement euh, les attentes du public, euh, ce que ce que les designers peuvent ou pas faire pour augmenter ou améliorer leurs ventes. Maintenant, je pense que par rapport à tous les partenaires, au fait, je ne crois pas qu'on soit un projet et qu'on ait un matériau dans lequel des partenaires puissent investir, dans le sens où un jour on pourra leur dire, ben voilà, vous avez un retour sur investissement parce que ça a super bien marché, puis la marge est plus importante que prévu, donc par rapport à ce que vous avez apporté comme fonds au départ, ben, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Faut pas se leurrer, on est dans quelque chose qui n'atteindra jamais des énormes volumes. Alors, à moins qu'on change notre fonctionnement, mais pour l'instant, c'est pas le but. Le but, c'est de faire découvrir. Donc, on est quand même dans une démarche qui est plus, on va dire, culturelle que business, tout en voulant que les designers en aient pour leur porte-monnaie, que ça vaille la peine. Par contre, là où on peut attraper des partenaires et des partenaires privés aussi euh, en matière d'investissement à moyen terme, c'est-à-dire qu'ils soient avec nous, qu'ils soient sponsors sur plusieurs saisons ou plusieurs années, c'est qu'il y a un gain en image qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une image hyper positive qui se dégage de cet événement. Euh, je vais vous dire une bêtise, mais nos designers, à commencer par eux, ils sont beaux, ils sont super sapés, ils ont de la classe, ils sont souriants, ils amènent une énergie incroyable. Et ça dépend sur tout le monde, en fait. Et le fait d'avoir quelque chose qui soit hyper inclusif, on n'est pas du tout un événement ghetto, il y a plein de gens différents qui y viennent. Euh, le fait que ça soit festif, le fait que ça soit un cadre qui soit pas uniquement pour consommer de la mode, mais qui soit aussi là un lieu de rencontre, un lieu d'échange, c'est quelque chose d'assez formidable. Et je pense que là, en tout cas, en matière d'image, en matière de communication, il y aurait d'énormes choses à faire. Et je pense que les gens qui auront compris ça, je pense qu'ils pourront effectivement faire des belles choses avec nous. Par contre, on peut faire en sorte que les ventes cartonnent et qu'ils aient vraiment la possibilité de gagner de l'argent, mais ça sera jamais de ce que je sens en tout cas et de ce que je comprends de l'économie. J'ai vu l'autre jour, par exemple, passer des chiffres des ventes de Dolce Gabbana autour de la planète. C'est des volumes qui sont hallucinants. Et je pense que c'est même quelque chose sur lequel nous, on n'est pas d'accord. Sur tout ce qui peut être lié à l'upcycling, qui peut être lié au gaspillage, c'est des choses qui sont pas du tout intéressantes. Mais effectivement, le business model d'une marque de mode, c'est de se dire qu'à partir d'un certain nombre de vêtements vendus, la marge elle est tellement importante que peu importe le gaspillage, il y a des gens qui vont s'enrichir. Et nous, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Je te propose maintenant de prendre un moment pour présenter le concept Aphrodisée. À quoi s'attendre en tant que public, en tant que visiteur, quand on vient assister à l'événement Aphrodisée? On veut faire vivre aux gens une expérience. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire effectivement qu'ils n'ont pas seulement à venir découvrir des esthétiques, mais ils doivent vivre des dimensions et on va dire, des feelings africains. Donc, assez rapidement, quand on a créé cet événement, on s'est rendu compte que si on voulait garder les gens, il fallait les nourrir et qu'il fallait les faire boire. Donc, on a commencé à réfléchir à savoir ce qu'on allait leur faire boire et manger. Et on a commencé à réfléchir à l'idée d'un food village, un maquis, comme on l'appelait au début, qui puisse proposer aussi, lui, des diversités de gastronomie africaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi en place maintenant. Les gens savent qu'ils viennent et qu'ils pourront bien manger, et manger africain surtout.
On propose effectivement une scénographie et une décoration qui va dans le sens aussi de faire écho à ce qu'on propose. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on était vraiment focus sur la création, en se disant que c'était déjà suffisamment gros et important pour qu'on se concentre dessus. Et dans cette volonté d'inclusion, de s'adresser à tous les publics, on évitait justement tout ce qui pouvait s'apparenter de manière trop directe à ce qu'on peut avoir comme impression quand on dit que quelque chose est communautaire ou que concerne une communauté. Donc, je crois qu'on avait quelquefois écrit dans nos premières brochures de présentation, notamment quand on faisait des dossiers pour nos partenaires, on parlait d'un événement apolitique. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que le simple fait de faire un événement avec des créateurs africains, ici, en Suisse, à Genève, c'était un geste politique, qu'on le veuille ou non, malgré nous, et qu'il fallait l'assumer, en fait. Euh, donc, on a aussi développé ce qu'on appelle aujourd'hui des talks, c'est-à-dire qu'on met en place des débats sur des sujets qui nous paraissent importants, avec effectivement comme perspective de permettre aux gens, en tout cas, d'accéder à des sujets qu'ils connaissent pas forcément, d'apporter de la connaissance, d'apporter des idées ou des opinions qui peuvent être des fois contradictoires, mais au moins les gens peuvent se fixer par rapport à ça. Et ça nous permet aussi de donner de la place à la parole, comme tu le fais dans ton podcast, et on essaie d'avoir des orateurs de qualité. C'est ça qui est important pour nous. Donc ça a pris aussi une place importante. Je pense qu'il est très très important d'avoir un discours sur ce qu'on fait et ne pas juste faire des choses. Et même s'il y a un décalage souvent entre le travail et la réalité de nos designers et les sujets qu'on aborde dans les talks, pour moi ça forme quand même un tout. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une dynamique où on essaie de faire en sorte qu'on comprenne quelle est notre réalité, quelles sont nos envies, quels sont nos désirs et dans quel contexte ils s'inscrivent. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Merci pour ce descriptif détaillé du programme de l'événement. Maintenant, je vais te demander de nous expliquer en fait ce qui se passe au jour le jour, puisque c'est un événement qui se déroule sur le temps d'un week-end, un vendredi, un samedi, un dimanche. Il y a vraiment en fait des temps forts sur chacune de ces journées d'événements. Donc, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Oui, alors on est sur le temps d'un week-end. L'idée, c'est de permettre à différents publics de se succéder. Donc, on a une première soirée qui est un petit peu plus, on va dire, exclusive, où on va chercher des gens qui peuvent faire le buzz autour de nous, mais qui sont aussi des gens qu'on veut provoquer, bousculer un peu, qui viendront pas naturellement vers nous. Donc, on va aller chercher des gens justement du monde économique, on va aller chercher des gens du monde diplomatique, on va aller chercher des gens qui sont peut-être plus dans des sphères qui vont être des sphères artistiques ou sportives, peu importe. L'idée, c'est de les intéresser à ce qu'on fait. Et surtout, on va les chercher pas comme ça au hasard, on va les chercher parce qu'eux-mêmes ont déjà une relation forte avec l'Afrique. Ça, c'est le point de départ qui est primordial. Et partant de là, on crée une sorte de melting pot pour la soirée d'ouverture, en créant un network, en créant aussi du buzz. Donc ça veut dire que année après année, cette soirée d'ouverture commence à prendre de l'importance. On se rend compte qu'il y a des gens qui viennent justement pour rencontrer d'autres personnes. Et voilà, c'est une belle introduction pour nous parce que finalement, on a ce cadre un peu glamour, un peu fashion, qui peut servir à d'autres choses. Ensuite, le samedi, c'est vraiment la journée de tous les publics. Donc, on essaie aussi d'avoir un côté populaire avec un accès qui soit pas trop, euh, on va dire, élitiste et que tout le monde puisse venir. Alors, on s'est retrouvé quelquefois avec des publics qui nous disaient qu'ils trouvaient que certains produits de certains designers étaient trop chers. Euh, et nous, on a réussi à répondre en expliquant tout le travail qu'il y avait derrière, que souvent c'est un travail qui est fait main, que ces produits ne viennent pas d'un commerce qui est à côté, mais ils ont fait 6000 km pour venir. Et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des fois des paradoxes, mais qui sont pas étonnants, de femmes ou d'hommes qui sont habillés avec des marques très bourgeoises, que je ne vais pas nommer, pour lesquelles ils vont dépenser sans compter, parce que voilà, ce sont des marques, et pour eux, c'est important d'avoir 6 signes extérieurs qui montrent qu'ils font partie des gens qui peuvent se permettre d'avoir ces marques, mais qui vont se dire, mais comment se fait-il que ce produit que j'ai en face de moi, là, que je connais pas, dont j'ai jamais entendu parler,
ils coûtent aussi cher. Et encore, quand je dis coûtent aussi cher, on n'est pas dans des prix trop élevés. Et c'est à nous de valoriser, au fait, pourquoi tel indigo en lin pour une écharpe va avoir un certain coût, pourquoi certains pagnes tissés d'une richesse incroyable vont avoir un certain coût. Et c'est très intéressant parce que, de nouveau, on est dans un cadre où on doit lutter contre des biais psychologiques et qui sont très intéressants. Et après, on a aussi ceux qui sont très très fiers de porter des vêtements africains et qui vont dépenser sans compter. Et ça, c'est génial aussi. Du coup, il y a vraiment différents types de consommateurs qui viennent soit découvrir, soit redécouvrir les différents créateurs qui sont présents lors de l'événement. Exactement. Puis alors, donc là, on était sur le samedi et le dimanche, c'est plus un jour qui est consacré justement au talk. Donc, on donne plus la place à la parole. Pourquoi on ne fait pas un troisième jour de marché? On ne va pas se le mentir parce que ça marche bien et parce que à la fin de la période du marché, il reste plus grand-chose comme taille, comme possibilité de vente. Donc moi, je préfère qu'on reste sur une bonne impression que on se retrouve dans un endroit où on a l'impression qu'on est déjà tout en solde parce qu'il reste plus grand-chose dans chacun des stands. Donc voilà, le jour où on arrivera à augmenter les extra luggage ou d'avoir effectivement des containers qui viennent directement chez nous avec toutes les collections et tous les stocks qu'on veut, peut-être qu'on pourra tenir beaucoup plus longtemps, mais pour l'instant, le temps d'un week-end, on fait déjà beaucoup de... Tant mieux, hein, mais on fait déjà beaucoup de différences dans les stocks des différents créateurs. Et de toute façon, ça fait toujours voilà, une prise de carte de visite, compte Instagram pour pouvoir après générer des commandes par la suite. Donc la frustration en mode, c'est pas toujours quelque chose de négatif, hein. Même si les gens sont impatients, tout à fait, on est d'accord. Maintenant, c'est ça, quand je parlais tout à l'heure de l'exemple de la Black Fashion Week, c'est que ce qui est incroyable, c'est euh, l'effet du défilé. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à des scènes où le défilé était en train de se terminer. Il y avait des gens qui quittaient la salle en courant pour être sûr qu'ils arriveraient encore à trouver une robe ou le vêtement qu'ils venaient de voir sur le catwalk. Et ça, c'est assez phénoménal parce que ça veut dire que dans la tête des gens, ils ont conscience que ce qu'ils voient, ils peuvent l'acheter. Et ça, c'est magnifique. Et, ouais, c'est marrant. C'est vraiment marrant. On disait, là, avec l'équipe de marketing, il disait que on avait quelqu'un dans l'équipe en tant qui était vraiment spécialiste et très coutumier des magasins et de la vente. Il disait que quand quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît, le temps de rentrer chez soi, d'allumer son ordinateur et de sortir sa carte de crédit, il a perdu quasiment 60 à 65% de l'envie d'acheter ou d'acquérir l'objet. Nous arrivons à la fin de cette interview et je vais te poser la question que je pose à chacun de mes invités. Je vais te demander de me donner ta définition en fait de la mode africaine. Ouais. Alors forcément, moi, bien sûr que ça me heurte un peu. Au moins utiliser un pluriel, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas une, mais il y en a vraiment beaucoup, plusieurs. Et si on devait utiliser un miroir, je pense que jamais on utiliserait ou tu utiliserais le terme de mode européenne, ça veut strictement rien dire. Enfin, ça se calque effectivement sur ces 54 pays. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une mode africaine. Il y a des tendances, ça c'est certain. Il y a des choses qu'on retrouve. Il y a quelques petits génies, notamment aujourd'hui au Burkina Faso, au Nigeria, en Éthiopie aussi, qui sont vraiment des princes dans leur production de textiles et qui tout à coup vont avoir des engouements fous et on va retrouver leurs motifs et leurs textiles sur tous les quatre coins du continent. Mais ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont rares ceux qui arrivent à faire ça, mais il y en a quelques-uns. Moi, je ne sais pas comment pouvoir la définir. Ce que je trouve intéressant, alors je disais tout à l'heure effectivement cette idée de filiation par rapport à d'où on vient, c'est-à-dire qu'un créateur de vêtements en Afrique, il est quand même toujours ancré dans une culture, et ça, je pense que c'est quelque chose de fort, et je connais pas forcément beaucoup de créateurs ici, mais moi, je vois en tout cas les écoles de design et de couture ici, on a des jeunes qui arrivent et qui ont des idées, des envies, mais qui vont pas forcément être liés à leurs origines. Ça va être davantage des envies, des aspirations esthétiques. Là, il y a vraiment toujours une référence, une grand-mère, un grand-père, un oncle tisserand. Il y a toujours quelque chose. Ça part jamais de rien. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant.
parce qu'en tout cas, en matière d'histoire à raconter ou pour essayer de comprendre le vêtement, je trouve que c'est très très riche. L'autre chose que je trouve aussi très intéressante, c'est l'environnement, c'est-à-dire que euh, là, par exemple, ça fait 2 ans qu'on essaie de faire venir, malheureusement, on ne peut pas à cause de la guerre, une marque qui vient du Soudan. Et comme je le disais au début de notre échange, j'ai pas mal fréquenté les Touaregs et je retrouve au Soudan, qui est un pays qui est quand même aux 3/4 désertique, euh, cette tradition des peuples du désert. Et elle a des lignes qui sont hyper belles, hyper fines, hyper subtiles, mais qui rejoignent souvent quand même cette tradition de comment se protéger de la chaleur, comment se protéger du vent. Et je trouve ça super intéressant. Les gens qui viennent de régions où il y a plus de forêts, par exemple, on voit aussi des éléments très intéressants par rapport à ça. Donc je trouve ça intéressant aussi le fait que on construise une esthétique et on construise des lignes, des collections en relation avec une tradition de où on vit, au fait. Et ça n'existe pas si souvent, finalement, chez les créateurs, en tout cas ici en Occident. Et puis, à partir de là, ce que je trouve aussi intéressant, c'est la richesse des textiles. Je pense que ce qui m'a vraiment aussi motivé dans ce projet, c'est que j'apprends tous les jours, tous les mois, je découvre des nouvelles manières de faire le tissu en Afrique. Je découvre des parentés entre certains tissus que je ne connaissais pas. Il y a des trames que je ne comprends pas encore. Je ne sais pas comment le tissu il est fait. Et ça, je trouve magique quand il y a des secrets, des mystères. Pareil pour les teintures. J'ai encore plein de choses à apprendre par rapport à ça. Alors, c'est peut-être plus mon parcours personnel, mais je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en tous les cas. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des designers qui vont être capables de faire des vêtements incroyables, mais qui ne sauront pas forcément comprendre comment leur choix de textile est guidé et finalement comment est fabriqué leur textile. Donc là, il y a aussi des choses assez impressionnantes à découvrir. Et dans cette optique-là, en découvrant par exemple, je parlais de l'indigo tout à l'heure, donc un maître indigo comme Aboubakar Fofana qui est au Mali, et qui te fait comprendre comment, en partant du mouton ou partant de la plante, pour faire ces textiles, il arrive tout à coup à imaginer comment il va utiliser son indigo, comment il va préparer cette décoction d'indigo, comment il va arriver à une teinture. Donc d'avoir toute la chaîne jusqu'aux vêtements, c'est tellement riche en symboles, en références. On parlait tout à l'heure de patrimoine quand on parlait de l'UNESCO. On découvre qu'on est dans une région entre les deux Gonds et je ne sais plus comment s'appelait l'autre peuplade, qui est dirigée uniquement sous des formes de matriarcat. Donc, si on veut être exact, quand on parle de tradition et de transmission du savoir-faire, on devrait parler pas de patrimoine, mais de matrimoine, par exemple. Et de faire comprendre que tout à coup, c'est effectivement les femmes qui détiennent le secret, en fait, qui détiennent le savoir-faire. Enfin voilà, c'est un point de départ pour raconter tellement d'histoires autour de l'Afrique que je me dis que probablement on pourrait faire ça aussi avec une paire de jeans, mais je suis pas certain qu'on arrive à autant de choses. Donc moi, aujourd'hui, si je dois expliquer pourquoi ce sujet m'intéresse, je crois que c'est avant tout parce que c'est vraiment un refuge pour mille histoires, pour mieux me faire connaître ce continent. Merci beaucoup pour cet éclairage très instructif et très personnel concernant le concept de la mode africaine. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Ça a été l'opportunité d'en savoir plus sur le concept Aphrodisée et également d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Donc, écoute, je vais finir avec la formule habituelle. On se retrouve très vite en Afrique ou ailleurs. Très vite, Ramata. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple, partagez l'épisode à 3 de vos amis, prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.